Le Moyen-Orient est l'une des régions les plus complexes au monde, avec actuellement 3 guerres en cours et les grandes puissances qui s'opposent de plus en plus. La région a connu conflit après conflit, remontant bien loin dans le XXe siècle. Mais parmi tous les soulèvements, les guerres civiles et les insurrections, 2 pays semblent toujours être impliqués, Israël et l'Iran. Les deux géants s'affrontent. Avant leur importance actuelle, ils ont vécu des hauts et des bas économiques, des occupations, l'organisation d'un coup d'État menant à la guerre actuelle entre l'Iran et Israël. Israël et l'Iran se sont affrontés, et Israël semble avoir gagné. L'une des raisons à cela est le produit intérieur brut. Israël a une économie dépassant les 500 milliards de dollars, tandis que l'Iran n'a que 400 milliards de dollars. Le produit intérieur brut par habitant d'Israël est plus de 10 fois supérieur à celui de l'Iran. Cela permet à Israël d'investir dans une meilleure armée, malgré le fait qu'il soit 75 fois plus petit que l'Iran. Mais il est intéressant de noter que cela n'a pas toujours été ainsi. Dans les années 1970, l'économie de l'Iran était en plein essor et croissait beaucoup plus rapidement que celle d'Israël. En 1986, l'économie iranienne était près de 6 fois supérieure à celle d'Israël. Pourquoi l'économie israélienne est-elle en avance sur celle de l'Iran, qui accuse un retard ? Beaucoup ignorent encore comment l'Iran est passé d'un pays riche en pétrole à un pays économiquement ruiné, ou comment Israël est devenu une superpuissance technologique malgré la guerre. Les vidéos comme celle-ci sont rarement mises en avant par l'algorithme. Si vous pensez que cette histoire est importante, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ça aide ce contenu à toucher plus de monde, surtout ceux qui n'ont entendu qu'un seul point de vue. Pour comprendre cela, revenons un peu en arrière dans l'histoire. Pour Israël, c'est l'histoire d'une transition du néant à une économie de classe mondiale. L'État d'Israël n'existait pas au début du XXe siècle. La Palestine était habitée par des Arabes palestiniens dont l'économie était principalement agricole. Cela a changé très rapidement pendant et après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un grand nombre de Juifs européens ont migré vers la région et ont finalement fondé l'État d'Israël en 1948 sur un lot. Les premières années étaient un véritable chaos, avec beaucoup de violence entre les colons juifs et les habitants palestiniens. Les États arabes voisins sont aussi entrés en guerre contre Israël pour tenter de stopper la formation de ce nouvel État. Ainsi, hormis l'essor militaro-industriel, le développement économique était entravé. Avec l'afflux massif d'immigrants dans la région, la priorité était de leur fournir nourriture, logement et emploi de base. Pour gérer cela, Israël avait une économie socialiste dirigiste, le syndicat possédant et contrôlant la majeure partie du pays. Il y avait beaucoup de fermes communautaires et de villages coopératifs appelés kibbutz, parce que les gens devaient rester soudés. De plus, la communauté juive mondiale a apporté des milliards de soutiens financiers à Israël, offrant une bouée de sauvetage cruciale à son économie. Fait intéressant, l'Allemagne a également apporté beaucoup de soutien financier à Israël sous forme de réparation pour la Shoah. Toutefois, malgré ce soutien, l'économie israélienne s'est effondrée dans les années 1970 et 1980. Au final, un système économique dirigiste ne fonctionne pas toujours. Israël avait d'énormes déficits commerciaux, une faible productivité et une croissance économique très faible. La dette publique d'Israël augmentait constamment, principalement à cause des guerres incessantes contre ses voisins arabes. Cela comprenait la guerre des 6 jours de 1967, la guerre du Kippour de 1973 et la guerre du Liban qui a commencé en 1982. Ces conflits ont été financés en imprimant des milliards de shekels, entraînant une inflation croissante. En 1970, l'inflation annuelle avoisinait les 10%. En 1980, elle atteignait 125%. Et en 1984, le taux d'inflation a atteint un niveau choquant de 385%, une vague paralysante d'hyperinflation. De plus, l'économie stagnait et le niveau de vie baissait. Le gouvernement israélien a dû réagir, et il l'a fait avec un plan de stabilisation économique en 1985, avec l'aide d'économistes américains. Le changement majeur était qu'Israël passerait d'une économie centralisée à une économie de marché libre, avec moins d'intervention étatique et syndicale, et plus de liberté économique. Ce fut le commencement de 4 décennies de croissance, faisant d'Israël l'une des économies les plus avancées au monde. Mais avant de parler de l'ascension d'Israël vers le sommet, allons vers l'Est, et voyons ce qui se passait en Iran à cette époque. Initialement, l'Iran était une économie agraire sous-développée, tout comme la Palestine et Israël après sa création, mais avec une différence majeure. En 1908, on a découvert que l'Iran possédait du pétrole, et en grande quantité. On estimait que l'Iran détenait 10% du pétrole mondial et 15% du gaz naturel mondial. C'était une énorme opportunité pour l'économie iranienne de se développer. Cependant, durant les premières décennies, la majeure partie de l'argent allait à la Grande-Bretagne. La compagnie pétrolière anglo-persane, qui deviendra British Petroleum, a obtenu des concessions pour extraire et vendre le pétrole iranien.
Le peuple iranien ne pouvait qu'observer, car l'Empire britannique était prêt à utiliser sa puissance navale écrasante pour sécuriser ce pétrole. Durant les 2 guerres mondiales, le Royaume-Uni a occupé des régions d'Iran afin de sauvegarder ses intérêts pétroliers. En 1952, le premier ministre iranien a nationalisé l'industrie pétrolière du pays, au grand mécontentement des Iraniens. Cela aurait été formidable pour l'économie iranienne, mais le Military Intelligence, CIS britannique, et la CIA américaine ont rapidement lancé une prise de pouvoir en Iran nommée l'opération Ajax. Ils ont centralisé le pouvoir sous le Shah d'Iran, et ont détruit la démocratie iranienne pour empêcher l'opposition populiste. Le Shah a accepté de donner le pétrole iranien aux entreprises occidentales en échange de la protection de son régime et d'un peu d'argent pour lui. Et maintenant, si vous vous demandez pourquoi les Iraniens n'aiment pas beaucoup l'Occident, eh bien, c'est exactement pour cette raison. L'Occident ne se souciait que du pétrole iranien, pas du peuple iranien. Cependant, après le coup d'État, la pression populaire sur le Shah augmentait et le risque d'un soulèvement de masse grandissait. En 1954, les compagnies occidentales ont accepté de donner la moitié des bénéfices pétroliers à l'Iran. Et même si ce n'était que la moitié, ces bénéfices pétroliers ont fait des merveilles. En 1960, le produit intérieur brut de l'Iran était de 4,2 milliards de dollars. 20 ans plus tard, il approchait les 100 milliards de dollars, une croissance économique sans précédent. C'était l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec des taux de croissance régulièrement à 2 chiffres. Une grande partie de cette croissance a eu lieu après 1974, lorsque les prix mondiaux du pétrole ont grimpé en raison du cartel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce groupe inclut l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et d'autres grands producteurs pétroliers. Ils ont décidé de limiter leur production de pétrole pour faire monter les prix du pétrole afin de gagner plus d'argent. En conséquence, les prix du pétrole sont passés de 3,50 à 10,11 dollars le baril en 1974. Et en 1980, ils ont atteint près de 40 dollars. En 1977, le pétrole constituait 79% du budget du gouvernement iranien, lui rapportant des sommes considérables. Le Shah a investi cet argent dans l'économie via l'industrialisation, l'urbanisation et des projets d'infrastructure. En plus de cela, il dépensait beaucoup pour l'armée iranienne. Sous la monarchie, l'Iran dépensait plus pour son armée qu'aujourd'hui, en tenant compte de l'inflation. Le Shah a acheté de nombreux équipements militaires américains et britanniques, faisant de l'Iran la première puissance militaire du Moyen-Orient. L'Iran visait à devenir une superpuissance régionale, non seulement pour protéger ses champs pétrolifères. Cependant, des problèmes sont survenus. Le gouvernement a stimulé la croissance économique via des plans quinquennaux de style communiste et des entreprises publiques. Cela signifiait peu d'activités de marché libre, entraînant une productivité et une compétitivité réduite. Mais le problème majeur était que la monarchie recevait aussi une part généreuse du gâteau. La famille royale possédait des entreprises, des terres et de l'immobilier d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, principalement par le biais de la fondation Pahlavi. Les élites iraniennes proches de la famille royale sont également devenues très riches. Pendant ce temps, la plupart des Iraniens travaillaient encore à la campagne comme agriculteurs, et pour être juste, le Shah a essayé de les aider. Il a redistribué des terres aux familles pauvres, essayé de créer des emplois et financer l'éducation. Il a instauré un contrôle des prix pour tenter d'améliorer le coût de la vie. Cependant, la plupart des familles pauvres ont vendu leurs terres et ont déménagé en ville, où d'immenses bidonvilles ont commencé à se former. Le gouvernement a échoué dans la création d'emplois, car les projets de développement étatique ne fonctionnaient pas comme prévu. Le contrôle des prix a provoqué des pénuries, forçant les gens à se tourner vers le marché noir. L'agitation a augmenté dans les années 1970, en raison des problèmes économiques. C'était aussi parce que le Shah réprimait brutalement toute dissidence avec sa police secrète appelée la SAVAK. Il s'est fait de nombreux ennemis, incluant communistes, libéraux, nationalistes et conservateurs religieux. En 1979, une révolution a éclaté, remplaçant le régime par un groupe d'islamistes radicaux. Pas parce qu'ils étaient le plus grand groupe ou le plus populaire, mais parce qu'ils étaient les plus organisés. Ce fut un tournant dans l'histoire économique de l'Iran, et aussi un tournant dans la comparaison entre l'Iran et Israël. Avant la révolution islamique, les deux pays avaient leurs propres problèmes avec leur version personnelle du contrôle centralisé du gouvernement. Mais globalement, l'Iran semblait avantagé grâce à sa richesse pétrolière. Si à l'époque, vous aviez prédit qu'Israël surpasserait l'Iran en produit intérieur brut, on vous aurait pris pour un fou. Pourtant, c'est devenu réalité. Commençons par examiner les réformes et la croissance considérable en Israël. Le plan de stabilisation économique de 1985 a joué un rôle essentiel. Israël a entamé la privatisation de nombreuses entreprises publiques, éliminé le contrôle des prix et simplifié son système fiscal. Cela s'est produit au moment opportun. Les barrières commerciales mondiales étaient levées, permettant à Israël de s'intégrer à l'économie mondiale grâce aux réformes. Entre-temps, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée en 1991.
plus d'1 million de juifs de l'Union soviétique ont émigré en Israël, entraînant une forte croissance démographique. Ces immigrés étaient souvent très instruits et possédaient beaucoup d'expertise professionnelle. Les accords d'Oslo de 1993 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine ont aussi encouragé une vague d'immigration de travailleurs hautement qualifiés. Le processus de paix avec les Palestiniens et la solution à 2 États ont fait croire qu'Israël était plus en sécurité après des décennies de guerre. Cette confiance a aussi stimulé les investissements étrangers, au-delà de l'immigration. Israël est peu devenu un point chaud pour le capital risque durant la bulle technologique des années 90. La combinaison de ces facteurs a entraîné une croissance considérable du produit intérieur brut, qui est passé de 29 milliards de dollars en 1985. Seulement, 15 ans plus tard, Israël avait un produit intérieur brut de 136 milliards, soit près de 5 fois plus. Une petite récession a eu lieu en 2001-2002, à cause de l'éclatement de la bulle Internet. Mais le ministre des Finances Benjamin Netanyahou est intervenu avec de nouvelles réformes. Il a réduit la taille du gouvernement, les subventions et les impôts, marquant le début d'une nouvelle période de croissance économique. L'économie israélienne a doublé en moins de 10 ans, puis a continué de croître rapidement jusqu'à aujourd'hui, atteignant un produit intérieur brut de 566 milliards de dollars. Israël reste très performant dans le secteur technologique. Aujourd'hui, Intel, Google, Microsoft et Apple sont très présents en Israël. Plus de 400 de ces multinationales possèdent des centres de recherche et développement dans le pays. De nombreuses entreprises israéliennes sont présentes dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, des technologies médicales, agricoles et de défense. Elles rivalisent avec la Silicon Valley à plusieurs niveaux. Israël possède le plus grand nombre de startups au monde et le 3e plus grand nombre d'entreprises cotées en bourse sur le National Association of Securities Dealers Automated Quotations, en dehors des États-Unis et de la Chine. C'est impressionnant quand on pense qu'Israël a une population de moins de 10 millions d'habitants. Outre un environnement technologique florissant, l'accès aux marchés mondiaux a également aidé Israël. Le ratio commerce-produit intérieur brut d'Israël est de 58% et en 2007, il était de 80%. Pour démontrer l'ampleur, le ratio commerce-produit intérieur brut des États-Unis est de 25%. Et en Chine, il est de 37%. En d'autres termes, Israël importe et exporte beaucoup. Le principal partenaire commercial d'Israël est de loin les États-Unis, bien qu'il commerce beaucoup avec l'Europe et la Chine. Et les liens économiques d'Israël avec les États-Unis vont bien au-delà de cela. Au cours des années, Israël a été le plus grand bénéficiaire de l'aide économique et militaire américaine, recevant une quantité considérable de soutien des États-Unis. Depuis sa fondation, Israël a reçu 310 milliards de dollars des États-Unis, ajustés pour l'inflation. Cela s'explique aussi par le fait qu'Israël possède le lobby politique le plus efficace aux États-Unis, principalement via l'American Israel Public Affairs Committee et la communauté israélo-américaine. Avoir les bons alliés contribue grandement au succès économique. Pour comprendre pourquoi Israël a pris de l'avance sur l'Iran, il faut analyser ce qui s'est passé en Iran durant cette période. Une chose est sûre, c'est que la République islamique d'Iran n'a pas réussi sur le plan économique. Après la révolution islamique, l'un des premiers événements fut la prise de l'ambassade des États-Unis. À Téhéran, des étudiants islamistes iraniens ont pris en otage des diplomates américains, entraînant les premières sanctions américaines contre l'Iran. Les États-Unis ont gelé plus de 12 milliards de dollars d'actifs iraniens, soit l'équivalent de plus de 10% de son produit intérieur brut à l'époque. Ce qui n'a pas non plus été bénéfique pour l'économie iranienne, c'est que Saddam Hussein a décidé d'envahir le pays. La guerre Iran-Irak a duré 8 ans, de 1980 à 1988. Elle a fait des centaines de milliers de morts, parmi les soldats et les civils, et l'Irak a attaqué les infrastructures iraniennes, y compris ses installations pétrolières. Pour empirer les choses, les États-Unis ont qualifié l'Iran d'État soutenant le terrorisme en 1984 et lui ont imposé davantage de sanctions. Malgré tout, l'économie iranienne n'a pas totalement sombré grâce au prix élevé du pétrole au début des années 1980. L'Iran a pu exporter assez de pétrole pour contrebalancer les sanctions et la guerre jusqu'en 1986, où la situation a changé. L'Arabie Saoudite a fortement augmenté sa production pétrolière, entraînant l'effondrement des prix du pétrole. Elle a fait cela car les autres membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole violaient leur quota de production pour plus de profit. Un cartel ne fonctionne que si tous respectent les règles. L'Arabie Saoudite voulait aussi affaiblir stratégiquement l'Iran et l'Irak. En conséquence, le prix du pétrole est passé de 28 $ le baril à 14 $ le baril en un an. Cela a détruit les marges bénéficiaires de l'Iran, mettant le pays dans une situation vraiment difficile. Le produit intérieur brut de l'Iran a culminé à 209 milliards de dollars en 1986, mais a chuté de plus de 2 tiers pour atteindre 64 milliards de dollars en 1993. L'effondrement du prix du pétrole n'était pas le seul facteur en cause.
Cela était aussi lié au taux de change, le rial iranien ayant perdu sa valeur en quelques années. Après la révolution islamique et la guerre en Iran, tous les détenteurs d'actifs ont tenté de fuir, provoquant une fuite des capitaux. Cela a provoqué l'effondrement de la monnaie. En 1978 environ, 70 rials valaient 1 dollar, mais en 1999, il fallait près de 10 000 rials pour 1 dollar. C'est lié à la situation du produit intérieur brut car tout est mesuré en dollars américains. La mauvaise gestion du gouvernement a causé les chiffres catastrophiques du produit intérieur brut de l'Iran dans les années 1990. En gros, le nouveau régime islamique dirigeait une économie de commandement centralisé, avec des entreprises publiques et un contrôle strict des prix. Ils ont répété les erreurs commises par la monarchie, et l'économie iranienne est devenue inefficace et improductive. L'inflation a aussi été un problème majeur pendant des années, avec un taux à 2 chiffres la majorité du temps. Cependant, les choses semblaient changer en Iran dans les années 2000. Le produit intérieur brut a fait un énorme retour et a atteint des niveaux sans précédent. L'Iran est passé de 110 milliards en 2000 à 644 milliards en 2012. Bien qu'au même niveau à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'Iran a de nouveau pris de l'avance et largement dépassé l'économie d'Israël. La hausse des prix du pétrole était la cause, due à la reprise en main de l'organisation des pays exportateurs de pétrole et l'explosion de la demande mondiale. En 1998, le baril de pétrole coûtait 13 dollars. En 2012, il était de 112 dollars. Cela a permis au régime iranien d'investir dans l'économie grâce à de l'argent gratuit. Cependant, il faut aussi reconnaître un certain mérite au gouvernement iranien. Cela a conduit à d'énormes efforts de privatisation à l'époque. Ils ont vendu des actifs et des entreprises appartenant à l'État et ont ouvert l'économie. Le problème du contrôle gouvernemental était très sérieux. En 2006, malgré une privatisation avancée, le gouvernement détenait toujours 70% de l'économie iranienne. Le problème n'a jamais complètement disparu, mais donner de la place au secteur privé a été crucial pour la croissance économique de l'Iran. Pendant ce temps, l'Iran a renforcé ses liens avec la Chine, l'Inde et la Turquie pour obtenir des partenaires commerciaux lucratifs hors des États-Unis. Un autre facteur de la croissance économique de l'Iran était sa croissance démographique. Lors de la Révolution de 1979, l'Iran comptait environ 37 millions d'habitants. Aujourd'hui, sa population atteint presque 92 millions. Avec encore plus de personnes, l'Iran a plus de consommateurs et plus de main-d'œuvre, donc plus de potentiel économique. Malgré ses atouts, l'Iran n'a pas connu de réel succès. Dans les années 2010, son économie s'est à nouveau effondrée. L'Iran a utilisé l'argent du pétrole de façon trop généreuse, ce qui explique en partie la situation. L'Iran avait l'un des systèmes de subventions les plus étendus au monde, couvrant la nourriture, le carburant, le logement, l'éducation et la santé. En 2010, l'Iran a remplacé les subventions par des paiements mensuels en espèces aux citoyens suite au plan de réforme. C'est une recette pour l'inefficacité et une faible productivité, mais ils en avaient les moyens, du moins jusqu'en 2015. En un an, les prix du pétrole ont chuté de 100 dollars à 52 dollars. Après une légère reprise en 2018, ils se sont à nouveau effondrés en 2020. L'invasion russe de l'Ukraine a temporairement fait augmenter les prix du pétrole en 2022, mais ils baissent rapidement maintenant. Autrement dit, payer vos citoyens en liquide grâce aux revenus pétroliers n'est pas la façon la plus pérenne de gérer l'économie. C'est un moyen de stimuler l'économie à court terme, pas à long terme. L'Iran a connu une croissance industrielle grâce à une stratégie de substitution aux importations. L'Iran s'est isolé des importations, rendant son industrie peu compétitive selon les normes internationales. Cela dit, nous n'avons même pas abordé la principale raison de la récente chute économique de l'Iran. Les mauvaises relations internationales de l'Iran en sont sans aucun doute responsables. L'Iran a utilisé une grande partie de son argent provenant du pétrole pour financer des organisations par procuration à travers le Moyen-Orient, appelées l'axe de la résistance. Cela inclut le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, ce qui inquiète de nombreux pays. Les pays arabes, en particulier les monarchies, rejettent la déstabilisation causée par l'Iran. Pendant ce temps, Israël n'aime pas l'Iran, parce que ses groupes affiliés veulent l'effacer de la carte. Les dirigeants iraniens ont appelé à plusieurs reprises à la destruction d'Israël et ont tenu des propos similaires envers les États-Unis, le plus grand allié d'Israël. De plus, le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran pourrait servir à fabriquer des armes nucléaires, ce que personne ne souhaite. En 2008, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui comprenait les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, a imposé de lourdes sanctions liées au nucléaire contre l'Iran. Les États-Unis ont stoppé tout commerce avec l'Iran. Les États-Unis ont aussi débuté l'imposition de sanctions secondaires aux entreprises commerçant ou investissant en Iran. De nombreux pays, dont l'Union européenne qui a interdit les importations de pétrole iranien, se sont retirés de l'économie iranienne. Il y a eu un peu d'espoir pour l'Iran,
lorsque le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a signé le plan d'action global commun en 2015. Il promettait de lever les sanctions contre l'Iran en échange d'une limitation de son programme nucléaire. Cependant, lors de son premier mandat, le président Trump ne faisait pas confiance à l'Iran et s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a imposé des sanctions plus sévères à l'Iran, provoquant une crise économique dans le pays. Les exportations de pétrole de l'Iran ont chuté car les pays ont cessé d'acheter, redoutant les sanctions américaines. En 2019, l'Iran n'exportait plus que 500 000 barils de pétrole par jour, bien loin des 2 millions par jour qu'il exportait auparavant. Les sanctions ont également durement frappé la monnaie iranienne, rendant le rial pratiquement sans valeur. Actuellement, un rial iranien vaut environ 0,000023 dollars américains. Cela fait 4 zéros. Cela rend l'importation de marchandises de l'étranger très coûteuse. Le taux d'inflation de l'Iran dépasse 25% par an depuis maintenant 8 années consécutives. Isolé du monde, l'Iran a dû s'appuyer sur son économie intérieure pour croître. Cependant, même au niveau national, l'économie iranienne s'est dégradée. Le contrôle gouvernemental est revenu de manière inattendue entre les mains du corps des gardiens de la révolution islamique, une organisation militaire parallèle. En Iran, il y a 2 entités de pouvoir, le gouvernement avec un président semi-démocratiquement élu et le guide suprême. Les forces armées régulières répondent au gouvernement civil, du moins en théorie, tandis que le corps des gardiens de la révolution islamique, ou corps des gardiens de la révolution islamique, répond directement au guide suprême. Et évidemment, le guide suprême veut rendre le corps des gardiens de la révolution islamique aussi puissant que possible. Le corps des gardiens de la révolution islamique a pris le contrôle d'une grande partie de l'économie iranienne, pour obtenir des financements indépendants du gouvernement civil. Le corps des gardiens de la révolution islamique utilise des sociétés écrans douteuses, des fonds fiduciaires, et opère sur les marchés noirs. Ils sont comparables à la mafia iranienne, mais soutenus par un dictateur. On estime qu'ils possèdent environ 1/3 de l'économie iranienne et contrôlent les 2/3 des exportations. Selon un rapport de 2020 du Centre d'études stratégiques et internationales, le corps des gardiens de la révolution islamique est devenu le contrôleur le plus puissant de tous les secteurs économiques importants en Iran. Après les sanctions pétrolières, le corps des gardiens de la révolution islamique a créé une flotte fantôme pour exporter illégalement du pétrole vers la Chine, permettant à l'Iran de récupérer une partie de ses revenus pétroliers. Le corps des gardiens de la révolution islamique possède également les entreprises qui construisent et entretiennent les infrastructures pétrolières et gazières. En plus de cela, le corps des gardiens de la révolution islamique possède des entreprises de construction, de banques, de fabrication et de télécommunications. Il est désormais clair que cela pose problème pour l'économie. Ces entreprises du corps des gardiens de la révolution islamique sont très corrompues, et elles sont fondamentalement non compétitives parce qu'elles sont soutenues par le guide suprême. Sans concurrence des entreprises privées, l'économie ne peut pas fonctionner correctement sur ces marchés. Cependant, le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas le seul souci. L'ayatollah aime aussi accorder beaucoup de subventions à des fondations religieuses appelées bonyads. Officiellement, ils aident socialement les Iraniens. Mais en réalité, ils représentent un autre niveau de contrôle. Collectivement, ces bonyads contrôlent près de 20% du produit intérieur brut iranien. Cela inclut tout, de l'agriculture à la fabrication, et même les hôtels. Ces organisations religieuses n'ont pas à payer d'impôts, et elles ne sont pas soumises aux audits ni aux lois comptables. Beaucoup d'amis de Khamenei occupent des postes dans ces bonyads, et ils prennent évidemment une part généreuse des revenus. En plus des bonyads et des gardiens de la révolution, le gouvernement iranien détient encore une petite partie de l'économie. Principalement, ce qu'il n'a pas vendu au début des années 2000. En somme, l'économie iranienne est principalement contrôlée par le guide suprême, ce qui ne stimule pas réellement la croissance. Face à cette situation misérable, de nombreux Iraniens ont choisi l'exil. Depuis la révolution iranienne, beaucoup des citoyens les plus brillants et les plus instruits d'Iran ont fui le pays. Plus de 4 millions d'Iraniens vivent désormais à l'étranger, les États-Unis étant la destination la plus prisée. Cela a beaucoup nui à l'économie iranienne. Beaucoup de talents humains et de capitaux ont quitté le pays, ce qui représente une énorme perte de potentiel. En comprenant tout cela, revenons à la comparaison économique entre l'Iran et Israël. En 2025, le produit intérieur brut d'Israël dépasse celui de l'Iran de 119 milliards de dollars, avec 583 milliards contre 464 milliards. Les montants en dollars sont importants dans les classements internationaux. Cela illustre la dépendance de ces pays aux marchés internationaux et leur influence économique. Cependant, il est pertinent d'examiner le produit intérieur brut en parité de pouvoir d'achat, qui est ajusté selon les différences de niveau de prix entre pays. Parce que la monnaie d'Israël est bien plus précieuse que celle de l'Iran, un dollar permet d'acheter moins de biens et de services en Israël qu'en Iran. Après ajustement, l'économie iranienne demeure nettement plus importante que celle d'Israël.
À parité de pouvoir d'achat, l'Iran a un produit intérieur brut de 1,8 billion de dollars, tandis qu'Israël n'a que 566 milliards de dollars. C'est logique vu que l'Iran compte 92 millions d'habitants contre moins de 10 millions pour Israël. Donc, même à parité de pouvoir d'achat, l'Iran a toujours moins de 20 000 dollars par habitant contre plus de 55 000 dollars par habitant en Israël. Israël est bien plus prospère que l'Iran, ce qui montre que son modèle économique est clairement supérieur. Et cela joue un rôle dans la géopolitique et le conflit récent. La puissance économique se traduit souvent par la puissance militaire. Le pays avec plus de ressources peut avoir une meilleure armée. Comparer les armées de l'Iran et d'Israël révèle une différence intéressante. L'armée iranienne a l'avantage du nombre avec plus de 600 000 soldats, un immense arsenal de roquettes et une industrie de défense importante. Cela est possible car son économie est plus forte en termes de pouvoir d'achat domestique. Mais Israël a un net avantage en termes de qualité, avec de meilleurs avions de chasse, missiles et systèmes de défense aérienne. C'est parce qu'il reçoit de l'aide des États-Unis et qu'il a plus de dollars pour ses achats à l'international. Et avec le recul, il est clair lequel des deux a l'avantage. Avec sa petite mais redoutable armée, Israël a décimé le commandement militaire, les lanceurs de missiles et les défenses aériennes de l'Iran. Sans ces éléments, l'Iran a peiné à réagir, malgré sa taille. Tout aurait pu être différent. Si l'Iran n'avait pas été frappé par des sanctions, et si son gouvernement n'avait pas été incompétent, l'Iran aurait probablement été de loin le pays le plus puissant du Moyen-Orient. Avec la plus grande population de la région et certaines des plus grandes réserves de pétrole et de gaz, il aurait pu être une superpuissance régionale. Son armée aurait pu être si puissante qu'Israël aurait eu du mal à la vaincre. Mais l'histoire a pris un autre chemin.